Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Photantique. Alors cette fois-ci, un appareil photo un petit peu ancien. Quand on m'a proposé de faire le test, j'avais dit bon bah voilà, on se limite tous les appareils photo Photantique, c'est obligatoirement un appareil photo qui a plus de 10 ans ou alors quelque chose de vraiment atypique. Il se trouve qu'ici, quand on m'a proposé de faire le test, je me suis dit oula, c'est trop récent pour Photantique. Et en faisant quelques recherches, je me suis rendu compte qu'il datait déjà de 2008. Et août 2008, ça me semble récent puisque tout simplement la photographie était devenue mon centre d'intérêt restreint, c'est-à-dire pour quelqu'un d'autiste Asperger, quelque chose qui nous prend tout notre temps. Et en effet, à ce moment-là, l'été 2008, je passais mon temps à me renseigner sur tous les appareils photo. Je connaissais déjà les caractéristiques, tous les tests avant l'avoir eu en main. Et en fait, je n'ai jamais eu un D700 en main avant aujourd'hui, alors que je connaissais tous ses avantages, tous ses défauts, etc. Alors, chose assez étrange quand même, mais voilà, quand je l'ai eu en main, je savais, j'ai eu avant un Fuji S5 Pro qui lui ressemblait beaucoup, donc en fait, je le connaissais déjà très bien. Alors je vais quand même vous le présenter rapidement, puisque moi je le connaissais bien, mais vous le connaissez peut-être pas. C'est donc un appareil photo qui est sorti en 2008 pour concurrencer le Canon 5D Mark II. Donc Nikon, je pense qu'ils ont été surpris par la sortie du 5D et surtout du 5D Mark II. Et donc ils ont sorti en urgence un appareil photo qui prenait les avantages de leur appareil photo qui avait un capteur plus petit, l'appareil semi-pro qui était le D300, avec un capteur 24-36, donc le seul qu'ils avaient en stock à l'époque et qu'ils avaient conçu eux-mêmes, qui est fabriqué par Sony et Renesas en même temps. C'est pas exactement, en tout cas il est conçu par Nikon et Renesas puisque c'est le même groupe industriel. Donc c'est un capteur qui n'a été utilisé que par Nikon puisque c'est un capteur qui a été conçu en interne, donc sur cet appareil photo là. Étonné par la sortie du 5D Mark II qui ne s'attendait peut-être pas à arriver, Nikon a pris donc le boîtier APS-C qu'ils avaient en stock. Ils ont pris le capteur de leur modèle professionnel, donc un modèle qui était quand même à 6-7 000 €. Et donc ils ont mis le capteur du D3 dans le D300 pour faire le D700, donc avec quelques tweaks bien sûr. Mais il se trouve qu'on avait un appareil photo rapide avec les mêmes caractéristiques donc, que le D300. Par contre l'inconvénient c'est que l'autofocus ne se faisait qu'au centre puisque c'était fait sur un plus petit capteur et avec tous les avantages du D3. Enfin tous, une majorité d'avantages du D3, en tout cas au niveau qualité d'image. Cet appareil photo là, même s'il avait quelques défauts, notamment du fait de son autofocus qui était pour un appareil photo en dessous, la rafale qui était quand même beaucoup moins rapide que le D3 et en plus avec une limitation logicielle comme sur le D300 qui faisait qu'on était assez limité au niveau rafale et qu'il fallait rajouter un grip pour pouvoir avoir une rafale plus longue. Donc sur le D300 comme sur le D700. En fait, ce n'était qu'une limitation logicielle puisqu'il suffisait de faire une petite modification dans le firmware pour avoir accès à cette rafale améliorée. Alors pour présenter rapidement le boîtier, vidéo qui défile qui le montre. Le gros avantage de ce boîtier, c'est un boîtier semi-pro, donc même si c'est moins gros qu'un boîtier pro, ce qui est un avantage aussi pour moi, puisque moi les boîtiers pro sont beaucoup trop lourds, déjà que celui-là est vraiment limite pour moi. Tous les contrôles sont directement accessibles, donc en haut on a le bouton pour mettre en rafale, en retardateur, etc. En mirror up. Qualité, balance des blancs, ISO, directement accessible sur les boutons là-haut. De l'autre côté, changement de mode. Donc pour les modes PASM, correction non d'expo, les deux boutons, les deux molettes de chaque côté. Et derrière, on a pareil, tout ce qui peut être utile, supprimer une photo, voir la dernière photo, l'autofocus ici plutôt, le log de l'autofocus ou de la luminosité, le mode de lumière, et puis ici donc, le mode autofocus et les différents autres. C'est un boîtier semi-pro, donc on a accès sur le devant à la griffe, à un contrôle de flash de studio, une prise télécommande propriétaire malheureusement, et de l'autre côté, sur le côté, donc vous avez accès au HDMI, une sortie coaxiale vidéo en basse définition, de l'USB et câble d'alimentation. Ce qui en fait un boîtier simple d'utilisation pour ceux qui ont les bases en photo. Tous les contrôles sont directement accessibles
La qualité d'image était exceptionnelle pour l'époque. J'ai pu le tester là, donc à Vannes. Et sur le port du Bono. Alors qu'est-ce que j'en pense quand même quelques années après sa sortie, maintenant ça fait donc 11 ans que cet appareil photo est sorti. Je l'ai testé principalement avec le 35 mm Yongnuo. Je vais essayer d'en faire une petite vidéo rapide dans les prochains jours. Qu'est-ce que j'en pense quelques années après? Eh bien du bien. Pour l'instant j'ai pas le moyen de m'en payer un, et de toute façon pour mes besoins pro, je reconnais que mes Sony Alpha 7 font le travail aussi bien, voire mieux que le D700. Mais si vous voulez démarrer avec un boîtier 24-36 pas très cher, puisque maintenant il a vraiment baissé, moi c'était, je m'attendais vraiment pas à le voir à ce tarif là, maintenant d'occasion on peut en trouver vers les 400 €, 400-500 € en très bon état. Donc ça reste vraiment pas grand chose pour un boîtier pro. Il n'a pas la vidéo, et par contre tout le reste, conditions de lumière quand il fait sombre. À bas ISO, j'avais entendu que la dynamique était quand même limitée. Au final, je dirais que dans la majorité des cas, il n'y a pas de limitation au niveau photographique. Ça fait des très belles couleurs, très bonne qualité d'image. C'est un 12 mégapixels, donc ça peut paraître faible par rapport au standard actuel. Ça permet sans souci de faire la double page d'un magazine, voire plus, surtout avec une qualité d'image si propre au départ. Et puis le gros avantage, c'est quand même tout tombe sous la main. Après, moi, le gros souci que j'ai avec ce boîtier là, comme avec d'autres boîtiers semi-pro chez Canon et Nikon et Sony, à l'époque où ils faisaient encore des réflexes, et j'ai le même souci d'ailleurs avec Pentax K1, marque que pourtant j'aime bien. Ils sont trop gros et trop lourds. Après, vous avez peut-être vu, j'ai des toutes petites mains, j'ai quasiment des mains d'enfant, et moi ces boîtiers là, ça ne passe pas, c'est vraiment compliqué, ça me fait mal aux mains. C'est à peu près le seul gros problème, le seul inconvénient que je vois sur ce boîtier là. Pareil que le Canon, même si je trouvais que le Canon, j'avais un poil mieux en main avec mes petites mains. Mais sinon, je vois pas d'autres inconvénients. Pour moi, c'est un très bon boîtier, donc ça m'a vraiment fait plaisir de le tester maintenant. Et voilà, 11 ans après, pour moi, c'est un boîtier qui fait toujours de très belles images. Le fait de ne pas avoir de vidéo peut être limitant pour certaines personnes, notamment maintenant au milieu pro, on nous demande très souvent de faire de la photo et de la vidéo. Après, on peut s'en servir aussi comme deuxième boîtier qui ne fait que de la photo, avec un premier boîtier qui va faire photo et vidéo. Peut-être même pas un boîtier 24-36 pour faire de la vidéo, hein. On peut prendre un micro 4/3 ou un APS-C, et celui-là en 24-36 pour faire que de la photo, donc par exemple avoir les deux boîtiers en reportage mariage, etc. Et voilà, pour moi, et puis ce sont des boîtiers fiables, donc niveau pro, il n'y a pas de souci. Voilà pour cette petite vidéo rapide qui a quand même duré un peu plus longtemps que ce que je pensais, surtout que j'ai un peu moins de préparation que d'habitude. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Photantique. J'ai encore quelques objectifs à présenter, donc là que j'ai pu tester chez mon ami. Et donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à en parler autour de vous. Ça m'aide pour le référencement. Et justement, je vous dis à bientôt, soyez authentiques et atypiques.